cette 7e conférence de notre symposium, consacrée ici à un thème passionnant, les donations et successions internationales. Alors, pour aborder ce sujet, nous avons la chance d'avoir avec nous 3 experts. Maître Pauline Lachiche, notaire à Paris, au sein du groupe Haussmann Notaire. Et puis, nous avons également Olivier Sureau et Adrien Miro, tous deux associés au sein d'USA France Financials. Alors, quelques mots pour les présenter. Tout d'abord, spécialisée dans l'accompagnement de clients internationaux, Maître Pauline Lachiche conseille depuis plus de 10 ans des clients étrangers et expatriés dans la structuration de leurs acquisitions en France, ainsi que dans le transfert et la transmission de leur patrimoine à l'international. Elle s'appuie sur une solide expertise en droit international privé, planification successorale et fiscalité internationale. Expert comptable diplômé et CPA, Olivier est partenaire chez USA France Financials avec plus de 20 ans d'expérience. Il maîtrise parfaitement les traités fiscaux internationaux et les conventions bilatérales et il partagera avec nous son éclairage sur les aspects fiscaux des transmissions dans un cadre franco-américain. Enfin, Adrien, également partenaire chez USA France Financials, s'est spécialisé dans la mise en place d'alliances stratégiques fiscales et juridiques au service de nos clients afin de renforcer la cohérence dans leur stratégie patrimoniale entre la France et les États-Unis. Alors, nous avons environ 1 heure pour traiter ce vaste et dense sujet. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos intervenants. Moi, je vous retrouverai à la fin de la présentation. Et pour celles et ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et bien évidemment, dans la mesure du temps disponible, nos experts veilleront à y répondre à la fin de la session. Excellente conférence à tous et à tous. Et je vous laisse à Adrien, Pauline et Olivier le floor. Super, merci beaucoup Betty. Merci, donc Betty. Merci Betty. Donc nous allons commencer sur cette présentation sur la partie donation succession internationale avec dans un contexte vraiment essentiellement franco-américain où nous aurons aussi l'expérience à la fois de Pauline, de Adrien et de moi-même dans ce cadre-là sur des sujets assez vastes. Alors par avance, nous sommes désolés, il y a des sujets, on va essayer de passer vite parce qu'il y a énormément de matière et on veut faire en sorte de pouvoir évoquer le maximum de sujets. Donc, sur certaines choses, on va passer assez vite, mais on s'en excuse auparavant parce que le sujet est très, très vaste et on ne veut pas déborder trop non plus sans oublier les éléments essentiels. Donc, vraiment, le but, c'est d'avoir une famille franco-américaine qui a du patrimoine à la fois du côté américain et du côté français et qui est dans un cadre international, un contexte international dans ce cadre-là. Donc, la première chose qu'il faut savoir quand on commence à parler de donation, soit du côté français-américain, mais là d'abord du côté américain, pour ma part à moi, c'est de comprendre la problématique fiscale et la définition de résidence fiscale, entre guillemets. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, un des éléments importants, c'est qu'on a 2 grandes notions qui sont totalement différentes. On a la notion de résidence fiscale et la notion de domicile fiscal, qui sont les deux malheureusement complètement différentes. La notion de résidence fiscale, j'en ai parlé dans un des ateliers précédemment en termes d'imposition sur le revenu, elle se repose essentiellement sur un concept au-delà du fait de l'aspect immigration, d'être américain ou d'être carte verte, il se repose sur un concept de présence physique. Donc, peu importe le nombre de jours que je passe aux États-Unis, peu importe mon statut d'immigration, pardon, je vais regarder le nombre de jours que je passe aux États-Unis. Si en moyenne, je passe cette règle des 183 jours, je suis résident fiscal américain, redevable de payer mes impôts sur mes revenus mondiaux. En revanche, pour l'aspect domicile fiscal, c'est une notion totalement différente qui se repose sur un certain nombre de critères aux États-Unis. On va regarder votre statut. Est-ce que vous êtes aux États-Unis pour y rester? Et un des critères fondamentaux, c'est notamment la situation immigratoire, d'immigration. J'ai un visa, je suis là de façon temporaire. Donc, pour l'administration fiscale américaine, à moins de démontrer que dans les faits, je suis vraiment là pour rester, de mettre tout mon patrimoine aux États-Unis, de montrer que je souhaite rester ici, s'il m'arrive quelque chose, de me faire enterrer aux États-Unis, par exemple, si ce n'est pas le cas, je vais être considéré comme étant non domicilié aux États-Unis, donc non résident d'un point de vue successoral, alors que je serai d'un point de vue imposition sur le revenu, résident fiscal américain. Donc, bien comprendre, et c'est souvent le fait de faire votre démarche de carte verte aux États-Unis, par exemple, vous permet d'être considéré à compter de ce jour comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis. Et l'enjeu est très important, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'en définitif, à la fin, en face, je vais avoir un abattement qui va être de
13 990 000 $, 15 millions à partir du 1er janvier, et qui est vraiment l'enjeu de ce domicile fiscal aux États-Unis, qui est un abattement qui est assez considérable, parce que pour un couple marié, ça fait quand même quelque chose d'assez important. Donc attention, vraiment, cette notion de domicile fiscal, pensez bien à la connaître, parce qu'on peut se retrouver dans une situation un peu paradoxale, où on est résident fiscal d'un point de vue américain au niveau des revenus, mais non domicilié fiscalement, avec une exposition fiscale américaine, parce que par exemple, si j'ai des actifs aux États-Unis et que je suis non résident, je tombe à des abattements qui sont très très bas, d'autant plus que si je ne suis pas en face résident fiscal français, je ne pourrais pas bénéficier de la convention fiscale dont on va parler également. Donc bien faire attention de ne pas confondre ces deux notions-là dans la partie convention, dans la partie résidence fiscale. Maintenant, Pauline, que penses-tu de ton côté à toi, du côté français? J'aurais tendance à dire, quelle est la notion de résidence fiscale du côté français? Alors, et dans quel cadre on parle de la convention fiscale également? Il est vrai que dans un contexte franco-américain, les conventions fiscales ont tout leur sens, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu ou effectivement en matière de donation et succession, ce qui nous occupe un peu plus aujourd'hui. Quand on définit la question de domicile fiscal d'un point de vue français, on réfléchit d'un point de vue Code général des impôts existant en France avec 3 critères assez simples. La durée, donc plus 6 mois ou non en France, le centre des intérêts, voire effectivement, je dirais, une analyse assez profonde de où est l'essentiel de la famille, où est l'essentiel des activités sociales du contribuable. Donc, on a vraiment des critères qui sont assez définis par la jurisprudence du Conseil d'État. L'intérêt de la convention fiscale, c'est d'éviter aussi les doubles impositions. C'est-à-dire que dès lors que la convention fiscale s'applique, cela veut dire que et la France et les États-Unis peuvent revendiquer la notion de domicile fiscal. Et donc, en conséquence, les articles qu'on va voir un peu plus profondément vont nous permettre de définir où est réputé fiscalement résident le défunt ou le donateur. Donc, quand on reprend effectivement sur les slides, on va peut-être avancer d'une. Je reprends les critères spécifiques cette fois-ci aux personnes qui ont la nationalité américaine, qu'il s'agisse d'un donateur ou d'un défunt, qui n'auraient pas en parallèle la nationalité française. Il est vrai qu'aux États-Unis, la notion de volonté est très importante comme dans tous les pays du common law. Donc, le domicile, c'est vraiment l'endroit où on veut s'inscrire sur la durée. Olivier l'a justement illustré, ça va même jusqu'à choisir effectivement l'endroit où on veut être enterré. Donc, cette notion de volonté est très forte et vraiment très marquée aussi au niveau de la Convention fiscale internationale conclue entre la France et les États-Unis. Dès lors qu'effectivement, vous avez un citoyen américain qui était un petit peu entre les deux parce qu'une jolie maison dans le sud de la France, puis le centre des intérêts de la famille aux États-Unis, on va étudier effectivement où il souhaitait s'établir réellement et la durée, c'est-à-dire est-ce qu'il était domicilié en France moins de 5 ans au cours des 7 années précédant le décès ou les 7 années précédant la donation. En fonction de cela, on va déterminer la résidence fiscale au sein de la convention et donc on va savoir aussi qu'est-ce qui va être taxable en France. Principalement, si effectivement la personne est réputée domiciliée aux États-Unis, essentiellement les actifs immobiliers, qu'il s'agisse d'une détention en direct ou à travers une société, voire les biens mobiliers corporels, qu'il s'agisse par exemple des meubles meublants qui vont être dans la maison en France. En revanche, quand on parle sur la slide suivante sur le côté donateur ou défunt français, qui n'aurait pas effectivement la nationalité américaine, la convention est beaucoup plus stricte, notamment parce que, comme vous le savez, et ça a été justement soulevé par Olivier, les questions d'immigration sont très importantes aux États-Unis. Le statut de la Green Card vous permet de bénéficier du côté résidence fiscale et donc de la Lifetime Exemption qui sera effectivement au 1er janvier 2026 de 15 millions de dollars par tête. Ce qui n'est pas du tout anodin. Et donc, si effectivement vous avez un Français qui était aux États-Unis pour une période de moins de 5 ans au cours des 7 dernières années ou au cours des 10 dernières années pour moins de 7 ans, mais que sa présence aux États-Unis n'était pas liée à une réelle volonté, mais à une affectation professionnelle, cette personne ne pourra pas être effectivement considérée comme résident fiscal américain et donc ne bénéficiera pas des avantages fiscaux associés. Parfait. Donc, comme l'a évoqué Pauline, vraiment la vraie importance de cette convention fiscale qui, on le rappelle, il n'y a que 16 pays au monde à avoir conclu une convention fiscale sur les successions et donations avec les États-Unis et la France en fait partie. Donc, c'est un vrai avantage que l'on a dans ce cadre-là. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, d'abord, on va commencer à parler un petit peu du principe des donations. Alors, Pauline va vous l'évoquer au niveau français. Au niveau américain, ce qui est important de connaître, c'est qu'aux États-Unis, c'est le donateur
donateur qui paye toujours l'impôt à la fois donation et succession d'ailleurs. C'est une déclaration fiscale qui est au nom d'une seule personne, qui est la personne qui donne ou la personne qui décède. Ça, c'est important de le comprendre, à la différence de la France, qui est une notion différente dans ce cadre-là. Et donc, on a accès à ces abattements, comme l'évoquait Pauline, cette lifetime exemption, qui est on va dire de 15 millions de dollars à l'heure actuelle, qui sera quand même quelque chose d'assez important. Sachez en revanche qu'aux États-Unis, on a une notion qui existe, qui s'appelle la notion de clawback, qui définit la chose suivante. Malheureusement, si vous faites une donation aujourd'hui et que malheureusement vous décédez dans les 3 années qui suivent l'année où vous avez effectué une donation, on a, donc d'où la définition de clawback, on va devoir réintégrer l'intégralité de ces donations dans votre patrimoine de succession parce qu'on considère que la donation n'est pas définitive puisqu'elle a été effectuée dans les 3 années précédentes l'année du décès. Donc sachez que cette règle-là est assez particulière dans le cadre américain. Et aussi, pour vous donner le principe général du côté américain, c'est que lorsqu'on parle de donation aux États-Unis, si vous donnez un bien qui a pris de la valeur, malheureusement, à la différence de la France, mais malheureusement aux États-Unis, on n'a pas la notion, ce qu'on appelle de step-up de son vivant. Donc step-up, c'est on ne va pas purger les plus-values au moment de la donation. Malheureusement, ce step-up n'a lieu qu'au décès. Donc c'est très important de comprendre vos stratégies également du côté américain. Donc si je donne de mon vivant aujourd'hui un bien immobilier en tant qu'Américain à mon fils, j'ai un bien immobilier qui vaut 500 000 $ aujourd'hui, il en vaut $1 million, je l'ai acheté 500 000 $, mon fils le revend le lendemain pour $1 million, en fiscalité américaine, mon fils devra payer un impôt sur la plus-value de 500 000 $. Donc bien, c'est important de connaître ce principe général. Maintenant, Pauline, je sais qu'avant qu'on parle des situations différentes, il y a une notion qui est très importante, c'est cette notion vraiment de ce contrat de mariage entre franco-américains qui veulent s'expatrier aux États-Unis, et il y a des précautions à prendre dans ce cadre-là. Alors en fait, on a fait ce petit aparté dans la thématique donation-succession parce que pour parler de donation-succession, généralement sur un couple, on raisonne aussi avant en termes de régime matrimonial, d'où l'importance effectivement de stabiliser ce régime matrimonial, savoir ce qui lui est applicable. Et dans le cadre effectivement d'un contrat de mariage entre Français s'expatriant aux États-Unis ou entre Franco-Américains, on a effectivement des règles de base à respecter. C'est-à-dire que si demain des clients souhaitent se soumettre à la loi française pour diverses raisons liées à leur contrat de mariage, il faut savoir que le contrat de mariage, je dirais classique, que le notaire français reçoit, ne sera pas reconnu ou exécuté aux États-Unis. L'idée, c'est qu'on a 2 systèmes de droit différents. Les pays de common law ont un système bien spécifique qui prévoit notamment un formalisme strict, à savoir s'assurer du plein consentement des futurs époux sur la rédaction du contrat de mariage. Ce qui veut dire aussi qu'il faut avoir un conseil indépendant. En France, un notaire suffit pour rédiger cet acte authentique et recevoir avec la signature des futurs époux. Dans les pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou autres, on va avoir effectivement la nécessité d'avoir chacun son avocat spécialisé en droit de la famille pour donner un conseil indépendant, avoir une totale connaissance et transparence sur le patrimoine des futurs époux, ce qui implique un financial disclosure. Donc, on est vraiment sur révéler quel est le patrimoine actuel des futurs époux, quel est le patrimoine potentiel lié à une stratégie professionnelle, lié à des biens que vous pouvez avoir de par des donations ou des successions de votre famille. Et on va avoir aussi un délai de réflexion. Donc, je sais que des fois, on a en France des clients qui nous contactent. Je me marie dans une semaine, il faut un contrat de mariage. C'est possible en France, mais effectivement, ça apporte quelques complications dans un contexte international, puisque l'idée, c'est effectivement toujours dans ce côté, j'ai mon consentement qui est éclairé parce que j'ai un conseil indépendant, parce qu'on me révèle quel est le patrimoine de mon futur époux, de ma future épouse. On a aussi un délai de réflexion, ce qui veut dire que dans le rétro-planning d'un contrat de mariage, quand on est en lien avec les États-Unis, il faut vraiment anticiper les choses. Il faut que le notaire puisse avoir un contact avec l'ensemble. Il faut que chaque futur époux ait un dialogue indépendant avec son avocat et que le projet définitif soit envoyé au moins 1 mois avant la signature pour justement respecter ce délai de réflexion. Donc, quand on reprend un peu sur la slide suivante, l'idée du contrat de mariage international, comme j'aime l'appeler, c'est d'éviter que votre volonté soit remise en cause. C'est-à-dire qu'à défaut de contrat de mariage valable aux États-Unis, vous allez vous retrouver avec un juge qui pourrait juger en equity, c'est-à-dire redistribuer comme bon lui semble les biens entre les époux dans le cadre de la saisine pour un divorce. Et donc, à cet égard, quand on est dans un conseil sur une clientèle internationale ou sur effectivement une expatriation à venir, on est sur le fait de
pouvoir choisir effectivement un certain nombre de lois applicables au contrat de mariage, donc la loi applicable au régime matrimonial en soi, bien évidemment, pour choisir au sein, par exemple, de la loi française, le régime matrimonial souhaité comme une séparation de biens pure et simple, mais on va être aussi sur un certain nombre de choix de loi ou de juridictions qui vont porter le choix de loi applicable au divorce, le choix de loi applicable aux obligations alimentaires, la juridiction compétente pour trancher justement tout ce qui a lieu en termes de régime matrimonial ou d'obligations alimentaires. Le seul choix finalement qui n'est pas possible dans un contrat de mariage aujourd'hui, au terme de conventions internationales ou de règlements européens, c'est la compétence du juge pour trancher le divorce, qui est là effectivement soumis un peu à la course, c'est-à-dire que c'est le premier qui saisira un juge aux États-Unis ou en France qui l'emportera. D'accord. Ok, parfait. C'est parfait, ok, très bien. Merci beaucoup parce que c'est très clair et très limpide en tout cas. Donc maintenant, si on essaie de se situer dans un contexte avec Pauline et Adrien, c'est première étape, hein, différents scénarios possibles bien évidemment. Hein. On parle de donation et de succession. On va commencer par une donation notamment parents-enfants et entre époux. Donc bien comprendre aussi les scénarios différents. Dans un scénario, on l'a évoqué tout à l'heure, où on pourrait être non résident fiscal français et non domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc, dans ce cadre-là, on n'aurait pas la convention fiscale, malheureusement, qui s'appliquerait, puisque pour que la convention fiscale soit applicable, il faut qu'on soit résident d'un des deux pays, bien sûr. Donc, dans le premier cas de figure, c'est, dans notre cas à nous, j'habite aux États-Unis. Je souhaite effectuer une donation à mes enfants. Dans mon cas à moi, je suis donc foyer domicilié fiscalement aux États-Unis, non résident fiscal français. Donc, les biens, ce sont des biens américains, ce sont notamment par définition des biens mobiliers, hein, ça peut être de l'argent ou autre. Hein. Donc, sachez qu'aux États-Unis, vous avez la possibilité de donner chaque année, et on ne parle pas de ligne directe ou pas de ligne directe aux États-Unis, hein, on donne entre guillemets à qui l'on souhaite. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité de donner chaque année 19 000 $ par personne sans obligation de déposer une déclaration fiscale. Donc, pour un couple, ça fait par exemple 38 000 $ par enfant. Et dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de déposer de déclaration fiscale aux États-Unis. Si en revanche, on est supérieur à 19 000 $, nous allons avoir l'obligation de déposer une déclaration fiscale aux États-Unis, hein, ce qu'on appelle la gift tax return, la déclaration de donation. Et dans ce cadre-là, on va commencer à utiliser l'abattement des 13 990 000 $, donc au 1er janvier des 15 millions de dollars. Si l'on dépasse cet abattement-là, on sera taxé au-delà rapidement, on montrera les taux d'imposition tout à l'heure à 40%, mais sachez qu'il faut faire ce formulaire fiscal. Trop souvent, j'entends des gens me dire, de toute façon, c'est pas grave, j'ai fait une donation, mais j'ai pas besoin de faire de déclaration parce que de toute façon, je serai toujours en dessous des 13 990 000 $. Sachez qu'aux États-Unis, si vous ne faites pas une déclaration de donation, quand bien même il n'y aurait pas d'impôt à payer, vous vous encourez une pénalité qui est de 5% par mois de retard d'omission, dans la limite de 25%. Quand bien même, j'aurai aucun impôt. Donc, j'insiste bien, c'est 5% du montant qu'on omet de déclarer. Donc, même si je fais une donation de 100 000 $, si vous oubliez de faire cette déclaration fiscale, techniquement, le fisc américain est en droit de vous appliquer des pénalités, alors que c'est bête, c'est que de l'information, puisqu'il n'y aurait pas d'impôt, encore une fois, à payer dans ce cadre-là. Et n'oubliez pas que les 13 990 000 $, je peux les utiliser soit de mon vivant, soit à mon décès. C'est cumulatif, c'est cumulatif. Ça s'applique sur toute la durée. Donc ça, c'est un avantage fiscal que vous pouvez également utiliser de ce côté-là. Est-ce que, Pauline, si on se positionne, alors moi je vais peut-être parler d'abord du côté américain, c'est-à-dire que je suis résident et après vous allez me dire du côté français, j'ai un bien immobilier qui est bien évidemment situé aux États-Unis. Je suis en revanche, ce qui est le cas en fait, je suis résident fiscal français, je possède un bien immobilier aux États-Unis et je souhaite effectuer une donation. Je l'ai évoqué tout à l'heure, donc lorsque l'on fait une donation de son vivant, attention, gardez bien cela en mémoire, d'un point de vue américain, pas de step-up. Je ne peux pas apurer les plus-values au moment de la donation. Donc, ce n'est pas forcément parfois ce qu'il y a de plus optimal en termes d'impôt sur revenu. Ça peut avoir un intérêt en termes de transmission, mais en termes d'impôt sur revenu, je vais transférer la fiscalité à la personne à qui je vais donner. Et de l'autre côté également, je n'aurai pas d'abattement possible, puisque là, je suis non domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc, sachez qu'aux États-Unis, je n'aurai qu'un abattement de 19 000 $. Là, je ne vais pas bénéficier de la convention fiscale, qui, on le verra tout à l'heure, a un intérêt en cas de décès. Du vivant, je n'ai pas d'abattement que j'ai que 19 000 $. Donc, faites attention. Et puis, bien évidemment, il faudra déposer une déclaration fiscale qui est formulaire 709 dans ce cadre-là, en fait, qui va se produire. Et donc, justement, dans ce cadre-là, Pauline,
vous avez fait un très bon récapitulatif des différentes situations en fonction du domicile sur justement la position de ces fonds lorsque l'on a le parent qui est de nationalité française. Exactement. C'est-à-dire que si on considère effectivement au sens de la convention que le donateur ou le défunt est résident fiscal aux États-Unis, on a des choses un peu plus particulières puisque selon la localisation de donataires, c'est-à-dire les enfants qui bénéficient de la donation ou des légataires, des héritiers désignés par un testament ou parce que la loi applicable à la succession désigne des personnes, selon la localisation de ces personnes-là, vous allez potentiellement avoir, si l'enfant est par exemple domicilié en France, une taxation mondiale des fonds qui font l'objet de la donation ou de la succession, alors que si on est effectivement sur un enfant qui lui-même est résident fiscal aux États-Unis, il n'y aura que le patrimoine français finalement qui sera taxable. C'est parfait. Donc, justement, ça revient vraiment aux différents scénarios qu'on a après. Par exemple, là, nous sommes dans un scénario qui est un petit peu le nini, et j'aurais tendance à dire, je ne suis ni résident fiscal français, ni domicile fiscalement aux États-Unis. On l'a évoqué tout à l'heure, les biens situés aux États-Unis font l'objet d'une taxation aux États-Unis sans abattement, en fait, avec un abattement assez minime de 19 000 $. Et comme l'a évoqué Pauline actuellement, il y a un impact fiscal, bien évidemment, du côté français dans ce cadre-là. Maintenant, Pauline, si on se réfère à un bien, j'aimerais en fait, je suis moi de mon côté domicile. Je souhaiterais en fait faire une donation d'un bien immobilier en France à un de mes enfants. Quel est le principe général de fiscalité en France dans ce cadre-là Alors, en l'état de la législation actuelle, car effectivement, nous sommes toujours avec des précautions selon les lois de finances à voter en fin d'année. Aujourd'hui, quand on compare la situation, elle est radicalement différente, c'est-à-dire que quelqu'un qui bénéficie du statut de résident fiscal aux États-Unis a l'accès à la lifetime exemption, qui au 1er janvier 2026 va être effectivement indexé sur l'inflation pour être à 15 millions de $. Quand en France, malheureusement, on a aujourd'hui un abattement de 100 000 € par parent par enfant, qui, à la différence effectivement de la lifetime exemption, est renouvelable tous les 15 ans. Ce qui veut dire que d'un point de vue de stratégie de transmission, quand la donation est taxable en France, on a plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux anticiper la transmission parce que vos enfants pourront bénéficier plusieurs fois de l'abattement s'ils ont été utilisés dans le cas d'une donation, puis qu'ils l'utiliseront dans un deuxième cas au moment de la succession. D'accord, très bien. Merci Pauline. Donc dans ce cadre-là, l'américain, donc on a parlé du côté français, j'habite aux États-Unis, j'habite à Miami, on a vu en fait de la partie je souhaite donner un bien immobilier en France, Pauline vient de l'évoquer. Encore une fois, n'oubliez pas qu'en tant que domicilié fiscalement aux États-Unis, je suis redevable de déclarer toutes mes donations au niveau mondial en tant que résident américain. Je suis redevable de payer un impôt sur les successions et donations sur mon patrimoine mondial aux États-Unis. Donc, je vais devoir faire une déclaration, bien évidemment, de donation aux États-Unis. Même si ce bien immobilier a été déclaré en France, un impôt a été acquitté en France, je vais devoir le déclarer aux États-Unis. La différence, c'est que j'aurai bien évidemment cet abattement de 13 990 000 $. Si par hasard je suis au-dessus, il y aura une application fiscale d'un point de vue impôt américain. Bien évidemment, s'il y a un impôt à payer, l'impôt éventuellement payé en France viendrait réduire cet impôt américain. Mais n'oubliez pas cette particularité fiscale. Et encore une fois, j'insiste, donation du vivant, pas de step-up, on n'appure pas la plus-value d'un côté américain. Quand bien même on l'aurait apuré du côté français, c'est ce qu'on nous arrive souvent, nous, dans fiscalité, quand on a des clients qui revendent des biens en France, qui ont hérité par donation. En fait, en France, on a une plus-value qui est plus petite que la plus-value américaine, parce qu'aux États-Unis, on doit retracer tout l'historique de cette donation, ce qui peut poser des problèmes, au-delà de l'aspect taux de change d'ailleurs, et ce qui génère souvent des mauvaises surprises, on s'en rend compte parfois après coup, au lieu de l'anticiper. Après, le deuxième scénario possible, c'est si, bien évidemment, je ne suis pas résident, je n'ai pas eu une donation moi-même, j'ai fait une donation à mon fils, mais mon fils est résident américain, moi je ne suis pas. Aux États-Unis, on aura une obligation déclarative qui sera que mon fils devra faire dès lors que un résident fiscal américain perçoit une donation de succession qui dépasse 100 000 $ au cours de l'année considérée. Il faut déclarer cette donation ou succession sur un formulaire qui est le formulaire 35 aux États-Unis. Encore une fois, c'est de la compliance, il n'y a pas de taxation. Il y a une taxation dans le pays où il y a eu cette imposition, mais pas du côté américain, parce que je suis la personne qui a donné une non-résidente, n'a pas d'actif aux États-Unis. J'aurai une obligation déclarative. Faites attention, si on ne le fait pas, on s'encourt à 25% de pénalité dans ce cadre-là du montant de l'actif qu'on en a omis de déclarer. Il y a une donnée qu'on a souvent tendance aussi à méconnaître, et Pauline parlera de l'aspect français, qui est le démembrement. Le démembrement qui est souvent utilisé
du côté français, comme un outil parfois, qui peut être un très très bon outil d'optimisation. Sachez que le démembrement aux États-Unis, à proprement parler, n'est pas reconnu en tant que tel. C'est-à-dire que pour le fisc américain, les différentes courtes caisses qu'on a eu, des jurisprudences pardon, que nous avons eues, ont reconnu les démembrements. Alors c'est vrai qu'on l'a dans l'État de Louisiane. L'État de Louisiane, il existe, mais d'un point de vue fiscalité, d'un point de vue IRS américain, les cas de jurisprudence que nous avons eus reconnaît le démembrement comme l'équivalent du life estate, en fait. Donc, c'est une donation que l'on fait, mais ce n'est pas une donation qui sera considérée comme complète, en réalité. Ce qui a pour conséquence fiscale, où on a quand même une obligation déclarative, c'est-à-dire que si demain vous utilisez de démembrement, vous faites une donation de nue propriété, que ce soit de titre ou d'un actif immobilier situé en France, cette donation-là va falloir être déclarée sur votre déclaration américaine. En revanche, au moment de votre décès, à partir du moment où on considère que la donation sera complète, puisque la propriété va être regroupée en une seule et même personne, la partie usufruit, la partie nue propriété, du côté américain, on va devoir redéclarer en fait l'intégralité de la valeur de cet actif immobilier à la valeur de marché de ce moment-là. Ça peut être un inconvénient si son patrimoine est inférieur à 13 990 000 $ ou 15 millions. Supérieur, pardon. C'est un avantage s'il est inférieur. Pourquoi c'est un avantage? C'est que le fait que ce démembrement ne soit pas reconnu en tant que tel d'un point de vue américain va vous permettre justement d'avoir ce qu'on appelle le fameux step-up. Parce que comme on considère que la succession a eu à ce moment-là d'un point de vue américain, on va pouvoir réévaluer la valeur de l'actif à la valeur de marché au moment de votre décès. Ce qui veut dire que, par exemple, mon fils, lui, s'il revend le bien immobilier le lendemain de mon décès et que ce bien immobilier était démembré, et il n'y aura pas d'imposition, bien évidemment, dans le cadre de la plus-value, parce qu'on considérera qu'il en a hérité en pleine propriété suite à mon décès. C'est important de comprendre ce concept-là, parce que ça peut être un inconvénient si on a des patrimoines assez importants. C'est un avantage si on a des patrimoines un petit peu moins importants. Et pour revenir sur ce démembrement, cette partie démembrement, qu'est-ce qui définit le démembrement, Pauline, en France? Comment on peut... Quand on parle effectivement de démembrement, c'est le fait de dissocier l'usufruit, c'est-à-dire le fait que la personne puisse utiliser le bien, percevoir les revenus, il s'agit de revenus locatifs, de dividendes, et la nue propriété, qui est un peu un droit de propriétaire en attente. En France, il est vrai que les démembrements de propriété sont souvent proposés aux clients dans le cadre d'une anticipation successorale parce que ça permet, plus on est jeune, de moins transmettre. Et donc, quand on reprend effectivement le barème prévu par le Code général des impôts en France, ce barème est basé sur l'âge de l'usufruitier, c'est-à-dire du parent qui va donner la nue propriété. Et on peut voir effectivement qu'entre 51 ans et 60 ans, la valeur donnée est de 50%, ce qui veut dire que le montant du droit de donation qui va être acquitté en France n'est pas sur la totalité, par exemple, de l'actif immobilier que vous avez donné, mais uniquement sur 50%. Ce qui permet effectivement de réduire l'impact fiscal au moment de la donation. Avec le petit côté des fois compliqué, quand on est sur des patrimoines effectivement très élevés, c'est que si vous avez un impôt sur la donation qui est payée en France et que vous avez effectivement quelque chose qui dépasse la flamme exemption, on ne pourrait pas imputer ce qui a déjà été payé en France, puisque c'est la nature successorale qui prendrait le dessus. Or, l'impôt sur les donations et l'impôt sur les successions sont de nature différente. Très bien. Parfait. Merci, Pauline. Et dans le cadre, Pauline, j'habite aux États-Unis, je souhaiterais faire la donation à mon épouse, par exemple, d'un bien immobilier en France. Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il y a des limites ou est-ce que finalement, je peux donner autant de montant que je veux à ma conjointe en partant du principe, bien évidemment, qu'on est dans un régime fiscal complètement de séparation? Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir? Il y a plusieurs choses qui sont possibles. Dans le cadre, effectivement, d'une donation de époux, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a une exonération en matière de droit de succession, c'est-à-dire que le conjoint survivant qui hérite par la loi ou au moyen d'un testament ne paie pas de droit de succession. Il n'est pas en revanche identique en matière de droit de donation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un abattement de 80 724 € qui est aussi renouvelable tous les 15 ans. À ceci près qu'au niveau effectivement d'une donation, plusieurs choses peuvent être envisagées. Si notamment les clients ont encore un fort lien avec la France, on peut davantage se matérialiser à travers le droit des régimes matrimoniaux pour éventuellement aménager le régime matrimonial et contourner finalement la fiscalité et l'abattement qui est assez faible en matière de droit de donation. Merci, d'accord. Et du coup,
pour embrayer du côté américain, et c'est un petit peu… Alors, du côté américain, c'est vrai qu'il y aura deux cas de figure. Il y a un cas de figure où le conjoint a le passeport américain. Donc, que ce soit par donation ou par succession, la lifetime, il n'y en a plus. En fait, on peut donner de façon illimitée à son conjoint de son vivant ou à son décès dès lors qu'il est américain. En revanche, si le conjoint n'est pas américain, on peut donner sous forme d'abattement annuel. Alors ici, c'est un abattement annuel de l'équivalent de 190 000 $ par an dont on a la possibilité de donner dans ce cadre-là. Donc là, je souhaite effectuer une donation d'une maison située aux États-Unis, et là, c'est l'inverse. Donc, je souhaite effectuer une donation à mon épouse. Nous sommes tous les deux aux États-Unis. N'oubliez pas pareil, problématique de step-up, pas de révélation d'actifs. Donc ça peut être une problématique. Et là, comme on vient d'évoquer, on a des abattements. Donc, j'ai droit à 190 milliards d'abattements. Et au-delà, je vais être obligé de commencer à utiliser mon lifetime exemption, puisque ma conjointe, dans ce cadre-là, si elle n'est pas américaine, je ne pourrais pas lui donner de façon illimitée dans ce cadre-là. C'est mes parents qui vivent en France, qui veulent effectuer une donation d'argent en tant que résident fiscal américain. Comment cela se passe-t-il? Pauline, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais comme vous l'avez évoqué là maintenant, il y aura une fiscalité qui sera française, puisque dans ce cadre-là, les parents habitent en France. Du côté américain, on aura une déclaration, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui est le formulaire 3520, qu'il faudra effectuer, puisqu'il n'y aura pas de conséquences fiscales du côté américain. Ce sera de la compliance dès lors que cette donation dépasse 100 000 $ au cours de l'année considérée. Maintenant, on va essayer de se projeter dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un décès. Si je décède en France, quel type d'imposition spécifique il y a dans ce cadre-là? Donc là, le parent vit en France et il décède. Alors, il n'est ni citoyen américain, ni carte verte dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cadre-là, Pauline, du côté français? Si le parent vit en France, en fait, le parent, il vit en France, c'est-à-dire que mon père vit en France, il décède. Où est la fiscalité du côté est-ce qu'elle est du côté français à 100% ou est-ce qu'elle est du côté américain? Alors effectivement, si on est sur un défunt qui n'avait ni la nationalité américaine ni la résidence américaine, on va avoir une imposition en France avec la possibilité effectivement que sur les biens, je dirais, imposés aux États-Unis, parce qu'il peut y avoir effectivement de légères impositions selon la nature des biens, il y aura une déduction de l'impôt payé en France, de sorte qu'il n'y aura pas de double imposition. Mais la France a un droit de regard sur effectivement la taxation mondiale du patrimoine des parents. Merci. Donc, dans ce cadre-là, maintenant, imaginons qu'on est dans une situation où le père décède, est en France, mais il avait un actif américain. Donc là, on va rentrer dans ce cadre-là où, premier avantage fiscal du côté américain, bien sûr, c'est comme la fiscalité française, mais là, je souligne que tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Je vais pouvoir apurer ma plus-value. Donc, en fait, je vais pouvoir réévaluer la valeur de mon actif au niveau de ma plus-value immobilière. Ça, c'est une chose qu'il faut connaître. Donc, je vais pouvoir réévaluer mon prix, entre guillemets, de ce bien immobilier en cas de revente, donc quand mon fils va en hériter. L'autre chose qu'il faut également connaître, c'est dans le cadre, bien évidemment, de la convention fiscale entre nos deux pays, entre la France et les États-Unis. Normalement, un non-domicilié fiscal américain n'a le droit qu'à un abattement de 60 000 $ au moment de son décès. C'est-à-dire, j'ai un bien immobilier aux États-Unis qui vaut $1 million. Ce bien immobilier, j'ai droit qu'à un abattement en théorie de 60 000 $. Je suis taxé sur 940 000 et comme je l'évoquais tout à l'heure, les tranches d'imposition sont assez élevées assez rapidement. Grâce à la convention fiscale entre la France et les États-Unis, dès lors que le père est résident fiscal américain, donc on peut faire français, donc on peut faire affaire à la convention fiscale. La convention dit la chose suivante: nous allons prendre le poids du patrimoine américain versus le patrimoine mondial. Dans mon exemple suivant, j'ai un patrimoine qui vaut $1 million aux États-Unis. Mon patrimoine mondial est de $10 millions au moment du décès. Donc, ça représente 10% de mon actif total. On va prendre la lifetime exemption au moment du décès, donc on va dire de $15 millions par exemple. À ces $15 millions, on va appliquer le pourcentage, ce fameux pourcentage, donc le poids du patrimoine américain versus son patrimoine mondial, donc 10%. Et ça me donnera un abattement de $1 500 000 aux États-Unis en lieu et place des 60 000 $. D'où le vrai avantage de la convention fiscale d'un point de vue américain. Par contre, Pauline, vous me dites, si je me trompe, c'est que c'est un avantage fiscal, bien évidemment, que je vais avoir aux États-Unis, mais si le père est résident fiscal français, j'imagine que ce bien va devoir être déclaré en France. Exactement, c'est-à-dire que la taxation va se faire effectivement en France en imputant l'impôt qui a éventuellement été payé aux États-Unis, mais s'il n'y a pas d'impôt à imputer, il y a effectivement une taxation qui s'effectue en France. D'accord, merci beaucoup. Et comme Pauline vient de l'évoquer, donc là maintenant, si on se situe dans l'autre scénario possible, maintenant les parents sont résidents fiscaux américains, les seuls biens qu'ils ont en France, ce sont des biens immobiliers
français. Donc, il y aura une taxation, et Pauline nous l'a bien expliqué tout à l'heure, une taxation du côté français, avec les abattements s'ils n'ont pas été utilisés, les abattements de 100 000 euros, bien évidemment. Et dans ce cadre-là, du côté américain, on aura le lifetime exemption qui sera de 13 990 000 € ou 15 millions dans ce cadre-là. Donc, fiscalité totale américaine et fiscalité uniquement en France, notamment pour les biens immobiliers qui sont situés sur le territoire français. Donc là, les parents sont toujours... on a des parents franco-américains, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, ça, je ne vais pas l'insister. La seule petite chose qu'il faut savoir également aux États-Unis, l'avantage que l'on peut avoir, c'est on parle de portabilité, c'est-à-dire que si l'exemption, vous ne l'utilisez pas, imaginons qu'on a un patrimoine qui est un petit peu déséquilibré à l'intérieur d'un couple, le patrimoine total fait 30 millions, mais l'une des personnes, la conjointe, a 20 millions, le conjoint a 10 millions. Si le conjoint décède avant la conjointe et un patrimoine taxable de 10 millions, les 5 millions d'exemption qu'il n'a pas utilisés, nous avons la possibilité, mais il faut faire une déclaration fiscale aux États-Unis pour le faire, de faire ce qu'on appelle la portabilité, donc en fait de transférer ces 5 millions de dollars pour faire augmenter l'exemption du conjoint survivant. Donc le conjoint survivant, il aura, au lieu de 15 millions de dollars, il aura 20 millions de dollars. Hein. C'est ce qu'on appelle la portabilité, mais il faut bien y penser parce que souvent, par défaut, si vous êtes en dessous des abattements aux États-Unis au moment du décès, vous pouvez faire abstraction de déclaration fiscale, mais attention, parce que malheureusement, si vous ne faites pas de déclaration fiscale, vous ne payez pas sur cette portabilité, donc il faudra penser à le faire dans ce cadre-là. Là, de ce côté-là, on a évoqué tout à l'heure, si je suis le ni résident fiscal français ni américain, la taxation se fera en fonction des biens là où ils sont situés, en fonction des actifs là où ils sont situés. Les actifs américains sont taxables aux États-Unis, les actifs français sont taxables en France dans ce cadre-là. Pauline en a parlé également tout à l'heure. Si on est résident fiscaux des deux pays, et ça c'est une question, Pauline, et vous allez parler après de l'optimisation dans ce cadre-là, moi, bien évidemment, je suis résident américain, je suis citoyen américain, je rentre vivre en France et finalement, je reste résident fiscal français en droit fiscal, bien évidemment, américain. Je reste fiscal, américain, parce que j'ai le passeport américain. Mais qu'est-ce qui se passe du côté français? Qu'est-ce que la France va me considérer si je décède? Et étant titulaire du passeport américain, je suis citoyen américain, je décède en France, quelle fiscalité serait applicable dans ce cadre-là? Alors, la base d'une convention fiscale, c'est d'éviter la double imposition. Donc, il est évident que dans tous les cas, il n'y aura pas une double imposition, mais le cas échéant, l'imputation de l'impôt payé à l'étranger sur l'impôt qui est dû soit aux États-Unis, soit en France. Quand on reprend le fonctionnement des conventions fiscales internationales, il faut savoir que dès lors qu'il y a un conflit, c'est-à-dire que chacun des États peut revendiquer la résidence fiscale, par exemple, du défunt, on va avoir, en fait, selon la nature du bien, quel est l'État qui a le droit d'imposer? Et donc, si je reprends par exemple l'exemple des biens immobiliers, c'est l'État du lieu de situation de l'immeuble qui va pouvoir justement imposer les biens, ce qui veut dire que la France, par exemple, ne pourrait pas imposer un bien immobilier aux États-Unis en matière de droit de succession. D'accord, parfait. Alors, dans ce cadre-là, faites attention. Alors, dans le cas des plans de retraite, souvent, on se fait un petit peu, entre guillemets, quand je dis piéger, dans le cas d'un plan de retraite aux États-Unis, je tiens à attirer votre attention, c'est que on a souvent accumulé beaucoup de plans de retraite aux États-Unis, notamment des plans de retraite par capitalisation, des 401k, des IRA. Sachez que dans le cas des plans de retraite, que l'on transmet à ses héritiers aux États-Unis, on transmet, entre guillemets, malheureusement, la fiscalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le phénomène, comme j'évoquais tout à l'heure, dans le cas d'une donation de step-up. Donc, si demain, j'ai un plan de retraite, notamment un plan qui est ce qu'on appelle du pré-tax, pour lequel j'ai fait une déduction fiscale, qui vaut $1 million, la valeur est d'$1 million à mon décès. Comme c'est du pré-taxe, j'aurais été taxé sur $6 millions à l'impôt sur revenu. Dans la mesure où je transmets la fiscalité à mon fils, par exemple, mon fils va devoir payer la même fiscalité que j'aurais payé en étant de mon vivant. Ça veut dire que le $1 million, première conséquence fiscale, c'est que mon fils devra, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, payer cet impôt. Deuxième problématique, c'est que mon fils aura 10 ans pour liquider ce plan de retraite. Donc, il aura quand même un délai assez limité. Donc, il faut bien comprendre ces problématiques de plan de retraite parce qu'on a souvent, malheureusement, des gens aussi qui rentrent vivre en France et qui se retrouvent avec des plans de retraite éventuellement assujettis à l'impôt sur les successions en France, exonérés aux États-Unis, mais on va avoir une fiscalité à l'impôt sur le revenu du côté américain et potentiellement une fiscalité d'impôt successoral en France. Donc, il faut faire attention à cette typologie-là. Adrien vous parlera tout à l'heure comment structurer sa partie d'investissement, mais connaissez bien cette fiscalité-là. Et pour ma partie, je conclurai aussi sur ma partie, et après Pauline continuera. Pensez bien également à la notion d'expatrié, parce que souvent, la solution, c'est de se dire parfois, je veux rentrer vivre en France, je peux entendre parler des États-Unis.
j'ai pas envie de m'enquiquiner à continuer à faire des déclarations fiscales aux États-Unis, d'être citoyen en tant que citoyen américain, de continuer à être redevable de payer un impôt sur mes revenus mondiaux. Donc, je rends mon passeport américain, je rends ma carte verte. Sachez qu'aux États-Unis, on a une notion comme une exit tax qui existe, ce qu'on appelle l'expatriation tax, qui s'applique notamment dans le cas où, j'ai une carte verte depuis plus de 8 ans. Attention, une année écoulée est une année entamée. Ou alors, j'ai un passeport américain et que je respecte l'un des 3 critères suivants. Il y en a 2, mais il y en a un troisième qui sera important. Premier critère, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est pas cumulatif. Au moment où je rends mon passeport ma carte verte, l'impôt moyen que je payais était de $206 000 par an. Donc, c'est un impôt moyen, donc il faut l'atteindre. Ou alors, deuxième cas de figure, c'est au moment où je rends mon passeport ma carte verte, mon actif dépassait $2 millions. Et donc, dans cet actif, on y inclut tout le patrimoine, y compris les plans de retraite accumulés. Donc, on peut y atteindre assez rapidement. Le dernier critère, c'est si vous n'êtes pas à jour de vos obligations fiscales. C'est-à-dire que vous avez notamment déposé des déclarations fiscales inexactes. J'ai oublié de déclarer une assurance vie française sur ma déclaration américaine, je considère que j'ai une déclaration inexacte. Et dans ce cadre-là, en fait, vous allez avoir 2 niveaux de taxation, je dirais même 3. Le premier, c'est qu'on va considérer que vous liquidez l'intégralité de votre patrimoine au moment où vous rendez votre passeport, votre carte verte. Donc, toutes les plus-values latentes seront taxées à ce moment-là, après un abattement de $890 000, donc quand j'ai pu attendre aussi bien au niveau immobilier que financier, mais également l'intégralité de mes plans de retraite que j'aurais accumulés aux États-Unis et français si j'y ai contribué depuis que je suis résident fiscal français. Dans ce cadre-là, ils feront l'objet d'une taxation en ce qu'on appelle en one shot, tout de suite, au moment où je rends ce passeport, cette carte verte. Donc, comprenez bien cette implication fiscale. Donc là, dans ce cadre-là, on aura une déclaration à effectuer. Mais ce qui est le plus important pour moi, et c'est l'objet du séminaire d'aujourd'hui, c'est si j'ai des enfants qui, eux, souhaitent conserver leur passeport américain, leur carte verte, parce qu'ils ont vécu toute leur vie aux États-Unis et restent aux États-Unis, sachez qu'on a une notion aux États-Unis. Je vous ai évoqué tout à l'heure qu'en règle générale, l'impôt est payé par le défunt ou la personne qui donne. Dans le cas d'un Corel Expatriate, si un Corel Expatriate effectue une donation à une personne qui, elle, reste domiciliée fiscalement aux États-Unis, donc le bénéficiaire est domicilié fiscalement aux États-Unis, donc j'ai mon fils qui reste vivre aux États-Unis, toutes les donations futures ou les successions futures que je vais lui faire feront l'objet d'une taxation à la tranche marginale d'imposition qui existe aux États-Unis, 40%, sans abattement possible et peu importe l'endroit de l'actif. Alors, si je paye un impôt, bien évidemment, en France, je pourrais bénéficier de la déduction fiscale de cet impôt aux États-Unis, mais je n'aurai pas d'abattement aux États-Unis. Donc, si demain, je fais une donation à mon fils aujourd'hui d'$1 million, j'ai un abattement de 13 990 000 $, je ne paie pas d'impôt. Entre-temps, je rends mon passeport américain, ma carte verte, je fais une donation l'année prochaine à mon fils de $1 million. Mon fils aura la charge de l'impôt de payer $400 000 et c'est lui qui devra le payer et il effectuera un formulaire fiscal qui est formulaire 708 qui aura l'obligation de le faire. Et j'insiste bien, c'est mon fils qui aura l'obligation de payer l'impôt. Forcément, pour s'assurer auprès du fisc américain qu'il pourra recouvrir l'impôt puisque moi, je ne serai plus là. Donc, pensez bien à cette conséquence fiscale parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Vous avez à l'écran les abattements, on l'a évoqué tout à l'heure avec Pauline. Et du côté français et américain, à gauche de votre écran, vous avez les tranches d'imposition après abattement aux États-Unis. Alors attention, en France, pardon. Alors attention, en France, c'est par bénéficiaire, donc il faut diviser par le nombre de bénéficiaires. Alors qu'à droite, aux États-Unis, c'est une personne qui décède, qui paie l'impôt. Et c'est après abattement aussi. Donc on peut voir que les taux sont assez proches, enfin quand même pas très loin, mais par contre, la grosse différence, c'est qu'à droite, on a, avant l'application de cet impôt, on a un abattement de 13 990 000 $ ou 15 millions de dollars dans ce cadre-là. Et la LLC familiale, je te laisserai en parler tout à l'heure, Adrien. Je te laisserai revenir sur la LLC familiale tout à l'heure dans ce cadre-là. Et justement, ça nous amène à cette question-là. Pauline, on a parlé un peu de fiscalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle dans le cadre d'un ingénierie patrimoniale? Quelles sont les options? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là? Alors, vous l'aurez compris, les États-Unis nous offrent de sérieux avantages fiscaux. C'est-à-dire que la Lifetime Exemption est une réelle chance pour des clients expatriés de diminuer, y compris la transmission du patrimoine situé en France. J'ai repris dans un petit cas pratique qui permet d'illustrer. Souvent, les clients français ont peur, effectivement, d'alourdir la note fiscale pour leurs enfants au moment de la succession, ont peur de se retrouver à payer l'impôt sur la fortune immobilière qui est dû en cas d'actifs immobiliers dont la valeur nette de dette bancaire est de plus de 1,3 million d'euros. Et donc, sont un peu perdus en se disant « je n'ose pas franchir le pas, je préfère louer une maison plutôt que finalement l'acheter ». C'est un peu une fausse légende, c'est-à-dire que selon effectivement comment on structure les choses, on peut très bien effectivement éviter l'IFI et se retrouver sans droit de succession pour les enfants, protéger le conjoint survivant et donc optimiser, je dirais, le schéma.
La seule chose, c'est que pour cela, il faut être accompagné dès le début de l'acquisition, puisque cette structuration, vous ne pourrez pas la reprendre si la vente a eu lieu au nom propre, par exemple, des parents. Ce qui veut dire d'être accompagné dès le départ sur une structuration qui prend en compte votre contexte international. Et donc, quand j'ai repris effectivement l'exemple, on était sur une maison acquise moyennant un prix de 5 millions d'euros dans le Luberon par des clients franco-américains expatriés depuis plus de 15 ans, avec la volonté effectivement de réduire la pression fiscale. Quand on parle d'impôt sur la fortune immobilière, ça s'entend de la valeur détenue par foyer fiscal. Ce qui veut dire que si dans mon exemple, j'ai 4 enfants qui sont tous résidents fiscaux aux États-Unis, qui sont tous majeurs, les 1,3 million s'apprécient donc selon 5 foyers fiscaux, celui des parents et celui des enfants. Dès lors, effectivement, que vous allez rajouter une structuration via une SCI, donc une société civile immobilière de nature familiale, vous allez aussi pouvoir appliquer sur la valeur des parts des enfants des abattements, surtout si on prévoit dans les statuts de la société beaucoup de restrictions sur les pouvoirs finalement qu'ils détiennent jusqu'au décès des parents. Donc, quand on reprend effectivement ces choses-là, on voit sur la slide suivante que constituer une société civile immobilière, c'est tout simplement permettre aux parents de dissocier le droit de propriété du pouvoir de décision sur cet actif. C'est-à-dire que très souvent, on a envie de laisser un joli cadeau à ses enfants, de se dire que cet actif sera transmis sans droit de succession, mais pour autant, on veut rester décisionnaire. Parce que si les choses venaient à changer et que la maison dans le Luberon se transformait en un chalet dans les Alpes, il faut effectivement que la structuration permette aux parents de décider quoi qu'il en soit sans l'accord des enfants. Et malheureusement, quand on fait une acquisition en direct, même si on l'a fait à plusieurs en indivision, ça n'est pas possible effectivement d'atteindre ces objectifs. À travers une SCI, on peut vraiment faire quelque chose de haute couture, c'est-à-dire à travers les clauses de la gérance, permettre aux parents de décider de vendre, de réinvestir, de dissoudre la société éventuellement, si on prévoit un droit de vote pour les parts des parents avec beaucoup de droits de vote, donc on appelle ça un droit de vote plural. Qu'on prévoit de verrouiller la société en disant à travers des clauses d'agrément, je vais agréer qui rentre dans la société, qu'il s'agisse par exemple d'une donation de parts des enfants aux petits-enfants, qu'il s'agisse d'un enfant prédécédé, et donc de savoir si par exemple la belle-fille ou le gendre ont le droit de rentrer en qualité d'héritier de l'enfant décédé associé dans la société. Et les parents, à travers les clauses de la gérance, pourront dire je suis très heureuse d'avoir cette belle-fille, mais je ne l'avais pas en tant qu'associée, et donc de l'indemniser de la valeur des parts, mais de garder le contrôle sur la maison familiale. À travers ça, on prend en compte aussi dans la stratégie quand on est notamment, par exemple, sur des clients qui n'ont plus la nationalité française, de savoir où la société va être constituée. Est-ce qu'il vaut mieux la constituer en France ou la constituer sur des choses un peu plus exotiques comme à Monaco, puisque la convention fiscale conclue entre Monaco et la France nous permet de considérer que les avances en compte courant d'associés, c'est-à-dire les sommes que les associés vont payer, que la société aurait dû acquitter parce qu'elle est le propriétaire du bien, donc on parle notamment des travaux conséquents, de la taxe foncière, ne vont pas être taxables si c'est une société civile monégasque, alors que cela sera taxable si c'est une société civile immatriculée en France. Après, pour autant, ça s'applique vraiment si les parents n'ont plus la nationalité française, donc qui va être un peu plus restrictif, parce que pour la petite anecdote, le général de Gaulle avait bien négocié des choses pour la France, donc c'est toujours taxable en France. L'idée, c'est aussi de se dire que pour éviter cette fameuse constitution d'avance au compte courant associé, donc ce lien de créance qui se crée entre, par exemple, les parents et la société, ça va constituer, cette créance, un actif dans la succession. Plus on va apporter à la société des fonds propres pour pouvoir acheter, plus effectivement les parts des parents vont être diminuées au moment de la succession. Ce qui veut dire que quand on fait effectivement une acquisition sur 5 millions d'euros, on est sur 5 371 000 euros environ de coût global. Si on permet aux enfants, grâce à la lifetime exemption existant pour les citoyens américains, de faire une donation aux États-Unis sur des fonds situés aux États-Unis, donc entre résidents fiscaux américains, des parents aux enfants, l'idée, c'est d'utiliser le levier le plus élevé, permettre de leur donner une donation assez importante. Donc, le schéma-là, bien évidemment, est applicable pour des donations de moindre montant. Mais c'est pour la logique, voir que même sur une maison à 5 millions d'euros, on peut effectivement être dans une situation où les parents et les enfants ne payent pas l'IFI et où les enfants ne vont pratiquement pas payer de droit de succession. L'idée, c'est plutôt effectivement que ce soit les enfants qui apportent le plus possible à la société, mais de garder le pouvoir de décision à travers les clauses des statuts au profit des parents.
Et donc, cette donation sera organisée devant effectivement un public notary aux États-Unis et cette donation devrait être enregistrée en France pour des raisons de fiscalité, notamment au moment de la succession. De la même manière, quand on travaille sur une stratégie d'acquisition et donc tout l'essai de planning qui est sous-jacent, l'idée c'est de savoir quelle va être effectivement la loi applicable à la succession. Et donc, si on a effectivement des, je dirais, clients franco-américains, aujourd'hui, en Europe, au sein de l'Union européenne, un règlement européen définit la loi applicable à une succession et on peut très bien, au terme d'un testament, choisir la loi de l'une de ces nationalités pour être applicable à sa succession mondiale. Ce qui veut dire que dans le cas de figure que l'on a, les parents pourraient très bien choisir la loi américaine pour être applicable, y compris sur les parts de la SCI. De la même manière, quand on structure une acquisition dans un contexte franco-américain, on a souvent l'idée, parce que la mentalité, effectivement, dans les pays anglo-saxons, c'est plus de tout laisser au survivant, de vraiment le protéger dans son cadre de vie. Et donc, à cet effet, on peut très bien, et c'est vraiment un conseil que je donne, conclure une convention de mise à disposition à titre gratuit entre la société et les parents, ce qui veut dire que le survivant sera protégé et que les enfants, quand bien même, ne pourront pas, in fine, remettre en cause le fait que la maison est, par exemple, occupée par la maman ou le papa survivant, sans remise en question possible, ce qui permet effectivement de sécuriser aussi le cadre de vie en termes de pied-à-terre, résidence secondaire du parent survivant. Comment gérer son estate planning dans un contexte franco-américain? C'est une question qu'on me pose très très souvent. On en revient effectivement sur le côté un petit peu droit successoral. Comme je vous l'ai dit, le règlement européen qui est rentré en vigueur en 2015 est pleinement applicable, quelle que soit la loi applicable à la succession, c'est-à-dire que on peut très bien choisir la loi de sa nationalité américaine pour gouverner sa succession sur des biens situés en France. Le seul petit point de restriction que l'on a, malheureusement, c'est que le législateur français a introduit, il y a 4 ans, un alinéa dans le Code civil qui prévoit une infraction totale à ce règlement européen, prévoyant que si effectivement le défunt, si l'un des héritiers a la nationalité d'un pays de l'Union européenne où il y a sa résidence, les enfants seraient en droit, sur les biens situés en France, de revendiquer ce qu'on appelle leur réserve héréditaire, c'est-à-dire de rapporter à travers ce qu'on appelle le prélèvement compensatoire les droits qui sont protégés en France pour les enfants. Et donc, dans le cadre, effectivement, de couples franco-américains, si les enfants ont la nationalité aussi française, la planification successorale ne pourra pas forcément s'opérer de la même manière. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous pourrez très bien, à travers un trust, à travers un testament, tout laisser aux survivants. Dans le cadre de la France, quand on a effectivement soit le défunt, soit un héritier qui a soit la nationalité française, soit sa résidence en France, on est un peu plus bloqué puisque les enfants, ce n'est pas une obligation, pourraient revendiquer un droit sur les biens qui y sont situés. Petit rappel sur la réserve héréditaire, c'est les fameux droits donc, qui sont effectivement réservés aux enfants. Donc la réserve héréditaire, c'est la portion dont on ne peut pas priver ses enfants en France, qui va dépendre du nombre d'enfants que vous avez. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez un enfant, vous ne pourrez pas disposer de plus de la moitié de votre patrimoine. Si vous avez 2 enfants, le patrimoine est verrouillé à hauteur des 2/3. Et si vous avez 3 enfants en plus, vous ne pourrez disposer finalement que d'1/4 de votre patrimoine, sous réserve, encore une fois, que les enfants, sur le cas d'une famille franco-américaine, revendiquent ce fameux droit sur le prélèvement compensatoire. La seule option qui est vraiment possible pour vraiment sécuriser un couple franco-américain en disant j'ai des soucis avec mes enfants, je ne m'entends pas, j'ai des soucis avec une belle-fille ou un gendre, je ne fais pas de difficulté au premier décès, c'est à ce moment-là de sortir entièrement du côté estate planning au moment de l'acquisition et de réintroduire quelque chose qui était plus tellement utilisé en termes d'outils de gestion patrimoniale, une clause de tontine, qui est une clause qui est mentionnée dès l'acte d'acquisition, donc dans l'acte de vente que le notaire reçoit, mentionnant que finalement c'est une utilisation à 2, mais qu'au premier décès, le survivant sera réputé propriétaire depuis l'origine de l'intégralité du bien. Ce qui évite de le transmettre par succession et ce qui permet aux parents survivants, quelle que soit la loi successorale, quelle que soit la réserve des enfants, d'être assurés d'être seuls propriétaires du bien. Petit point focus sur les testaments, donations entre époux. Si des expatriés nous entendent, je pense que la notion de donation en dernier vivant, donation entre époux va vous parler. Il s'agit d'une institution juridique purement française, c'est-à-dire que vous avez même des États qui la prohibent, notamment par exemple notre voisin l'Italie. Cette institution véhicule quelque chose de malaisant dans un contexte international. C'est-à-dire que dans un contexte d'expatriation, le réel conseil à apporter à une clientèle internationale, c'est davantage de se poser la question du testament,
et donc le cas échéant de prévoir les mêmes droits qu'une donation entre époux pourrait inclure, mais de le faire à travers un autre instrument. En sachant qu'au niveau effectivement de la volonté de passer par d'autres instruments, aux États-Unis, il y a un merveilleux outil qui constitue le trust. Le trust est très décrié par mes confrères français parce que beaucoup ont peur en raison d'une fiscalité un peu plus dangereuse. Il faut savoir que le trust est un outil de planification successorale, c'est un outil de gestion patrimoine merveilleux aux États-Unis et je ne ferai pas du tout de critique à cet égard. La seule chose, c'est effectivement pour éviter une taxation punitive, il faut savoir que le trust n'est pas reconnu d'un point de vue civil en France. Il n'est reconnu que d'un point de vue fiscal depuis 2011, ce qui veut dire que si le trust est mal rédigé et comprend des biens français, une taxation punitive de 60% sur la valeur des biens transmis pourrait s'appliquer. Donc l'idée, c'est plus effectivement quand on est dans un contexte avec du patrimoine en France, aux États-Unis, de travailler avec des homologues spécialisés, d'avoir effectivement votre estate planner aux États-Unis qui va, le cas échéant, dresser effectivement un trust avec ce qu'on appelle un pour of the will pour verser l'ensemble des biens dans le trust au moment de votre décès, mais de n'inclure dans le trust à aucun moment des biens français et de prévoir la planification successorale à travers un testament uniquement dédié aux biens situés en France. Merci, merci beaucoup Jordan. Adrien, on te passe le relais pour parler de la partie patrimoniale. Oui, merci Pauline, merci Olivier, c'était très complet. Alors, j'avais préparé pour tout le monde aujourd'hui une comparaison entre deux familles, une famille qui planifie, une famille qui planifie pas. On va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il nous reste 3 minutes, donc on va parler de la famille qui planifie et quels outils elle a à sa disposition, finalement, un peu reprendre ce qui a été présenté aujourd'hui de façon concrète, en se mettant dans la peau d'une famille, quels outils elle va pouvoir utiliser et quel va être l'impact de l'utilisation de ces outils dans sa succession. Donc là, on a une famille qui, comme l'a dit Olivier au début, la domiciliation, et Pauline est revenue dessus, la domiciliation est clé. Donc on a une famille qui est aux États-Unis, mais qui sera domiciliée en France, donc qui va planifier en fonction, en sachant que, comme l'a dit Pauline, eh bien, elle sera domiciliée en France, donc les règles françaises s'appliqueront. C'est une famille donc, qui a un patrimoine d'à peu près 3 millions d'euros, qui souhaite acheter un bien immobilier dans le cadre de son impatriation en France à hauteur de 1 million d'euros et qui, donc, du coup, gardera le reste, que ce soit dans déplacement, investissement, on verra plus tard, assurance vie, en fonds mobiliers. 2 enfants et, comme j'ai dit, auront bien sûr leur résidence fiscale française. Alors, première chose qu'ils vont utiliser, ils ont 45 ans. Première chose qu'ils vont utiliser, Olivier en a parlé, Pauline est revenue dessus, c'est bien sûr le démembrement. Et comme l'a dit Pauline tout à l'heure, se pencher, très important, être accompagné pendant l'achat par des personnes comme Pauline pour faire de la haute couture avec des SCI, c'est clé, c'est très important. Sinon, on passe à côté de beaux avantages, surtout comme dans cette famille, lorsqu'on a 45 ans, et bien ici, on voit qu'ils vont pouvoir passer de façon optimale, sans grands impacts pour eux, et bien, ce bien immobilier qu'ils souhaitent acheter en France, et donc optimiser la succession à ce niveau-là. Deuxième point, il se pose une question sur... bon, je suis clair sur l'immobilier que je veux acheter en France, ok, je vais structurer ça de façon optimale, je vais me faire accompagner. Maintenant, sur mes actifs financiers, qu'est-ce que je peux faire finalement? Et ici, aux États-Unis, ils ont un outil clé qu'ils vont pouvoir utiliser. On se rappelle, c'est des franco-américains qui décident de venir s'installer en France. Donc, même en étant résidents fiscaux français, ils gardent, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, au niveau fiscal, leurs obligations déclaratives américaines, ce qui rend les assurances vie françaises caduques. Donc, quelle est la solution pour eux? Eh bien, c'est l'assurance vie américaine, la Cash Value Life Insurance américaine. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle va suivre les règles de l'assurance vie française. Donc, comme ils ont 45 ans et qui contribuent à ce produit, ils bénéficieront des exemptions pour leurs enfants. Une nouvelle exemption de 152 500 € par enfant. Et l'avantage de ce type de produit, ce qui est clé, c'est qu'il y a une assurance décès
qui est couplée au produit. Une assurance décès, qu'est-ce que c'est? C'est une partie d'essai qui passe à vos héritiers, mais qui n'est pas accessible pendant votre vivant. Ici, on le voit, la Casualty Life Insurance américaine, elle a deux parties. La partie épargne, qui s'appelle Casualty, sur laquelle il y a leur épargne qui grandit, qu'ils ont investi, mais ils ont aussi la partie assurance décès, à laquelle ils n'ont pas accès avant leur décès, parce que c'est la pure assurance décès qui passera à leur héritier. Donc, avant de partir des États-Unis, c'est clé, vraiment, avant de partir des États-Unis, je reviens là-dessus, ils mettent en place ce type d'outils, et on verra que, eh bien, dans le cadre de leur succession, c'est un game changer. Pourquoi? Parce qu'en combinant l'optimisation de l'immobilier et la restructuration des actifs cash en utilisant cet outil d'assurance vie, eh bien, ils ont diminué drastiquement l'impact successoral. Alors, est-ce qu'il faut faire exactement comme cette famille? La réponse est non. Chaque situation est bien sûr particulière. Le but de ce slide, c'est pas de vous dire que vous pouvez réduire votre succession de 60%, c'est pas le cas, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais c'est de dire que en se posant, avant de prendre des décisions, en consultant et en travaillant avec des experts franco-américains sur le sujet, vous allez pouvoir avoir un vrai impact sur votre succession. Et c'est clé de se poser les questions le plus tôt possible, puisque comme l'a dit tout à l'heure Pauline, les exemptions françaises sont beaucoup plus faibles que les exemptions américaines, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça veut simplement dire qu'elles nécessitent un peu de planning, de se poser, de prendre son temps et de mettre en place les bonnes solutions pour que, au moment de la succession, les choses se passent de la façon la plus fluide et la plus optimale possible. Alors, je suis en retard pour ma prochaine conférence sur l'assurance vie. Donc, d'où le rush des derniers slides. Je suis désolé. Écoutez, pour toutes les personnes qui ont... Mais c'était trop important de passer du temps sur la première partie. On a tellement de questions sur ces points-là que je pense que c'était vraiment nécessaire. Il nous faudrait 1h30 pour faire cette conférence. Peut-être que la prochaine fois, on prendra les 1h30. Mais en tout cas, pour chaque personne qui est sur cette audience, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Comme j'ai dit, vraiment, chaque situation est personnelle. Chaque optimisation est personnelle. Il n'y a pas de one size fit all planning. C'est important de voir les choses de cette façon-là. Et donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Ce sera un plaisir de vous accompagner sur ces points-là. Merci Pauline pour tout ce contenu qui était extrêmement intéressant. Merci à tous d'avoir participé. Et je vous laisse avec Betty pour répondre aux questions. Et moi, je file sur la prochaine conférence au sujet justement des assurances vie. Donc, tu as fait la transition ici et par contre, tu t'attends de l'autre côté. Bon, en tout cas, merci encore, Pauline, pour cette présentation extrêmement passionnante et puis extrêmement justement précise, compte tenu aussi du temps qui nous était imparti. On pourrait en parler pendant même plus qu'1h30, si on voulait. Sujet passionnant, c'est évident. Voilà. Exactement, et merci encore pour tout cela. Alors, je reprends un petit peu les questions, parce que j'essaie d'y répondre petit à petit, anticipant un petit peu justement le rush. Donc, je reprends très rapidement, parce que Christian qui nous dit donc le step-up ne marche pas pour une donation, mais marche pour une succession. Donc là, c'est le côté américain. Donc, c'est tout à fait ça, Christian, sauf la petite subtilité sur les comptes de retraite, telle qu'évoquée par Olivier. Ensuite, autre question très intéressante aussi. En France, on peut refuser un héritage. Est-il possible aux US de le refuser, même si le will du défunt me désigne? La réponse est oui, c'est un disclaimer, mais c'est le code justement de l'IRS qui impose justement certaines formes pour que ce disclaimer soit valable, avec tout un tas de conditions aussi en termes de time frame, de délai, de temps pour faire ce disclaimer. Pareil également, alors très bonne question de la part de Christian, pour les donations annuelles de max, qui ne dépassent pas $19 000 pour un résident donc fiscal américain sans déclaration aux US, faut-il quand même les déclarer au fisc des non-résidents? Donc j'entends par là pour un donataire résident en France.
je me suis permise d'y répondre, mais Pauline, je peux vous laisser peut-être la parole sur cette question qui est intéressante. Alors, la question, c'est quoi? C'est déjà pour mieux comprendre un peu le contexte de Christian, le donataire et le donateur sont situés où? Alors, donateur aux US, donc donation on va dire de cash, inférieure à 19 000. Donc, c'est vrai qu'aux US, pas de déclaration et pas d'empiètement sur la lifetime exemption de 13,99 millions. Que se passe-t-il pour la personne qui reçoit cette donation, qui serait par exemple résidente en France? Doit-elle le déclarer à l'administration fiscale française? Alors, on est sur 2 possibilités. Déjà, si je reprends l'exemple, tout le monde est aux États-Unis. Même si effectivement tout le monde est aux États-Unis, l'avantage de le déclarer au service des non-résidents de Noisy-le-Grand, c'est de bloquer la date de la donation passée à l'étranger, donc de lui apporter ce qu'on appelle date certaine. Ce qui veut dire que si un jour l'enfant ou le parent revient à vivre en France et à nouveau résident fiscal français, cette donation aura été faite sous l'empire, je dirais, de la convention fiscale, et donc ne sera jamais taxable en France. Donc déjà, c'est un moyen de le bloquer, c'est-à-dire de matérialiser une donation passée à l'étranger qui, effectivement, acquiert date certaine. Quand on parle de cela, c'est tout simplement dire les subtilités vis-à-vis de l'administration fiscale française. En France, pour figer la valeur d'une donation, c'est effectivement soit parce que vous l'enregistrez directement auprès des services des impôts, donc on parle souvent des dons manuels et enregistrés sur un imprimé CERFA, etc. Soit c'est devant c'est une donation notariée, en sachant que le côté vicieux des choses, c'est que même si vous faites une donation devant un public notary aux États-Unis, la donation étrangère est considérée en France comme un acte innommé. Et donc, ça ne va pas avoir date certaine. Le seul moyen, effectivement, de bloquer la date et de ne jamais rendre taxable cette donation en France, c'est finalement l'enregistrement au service des non-résidents. Très bien. Et donc, si on reprend le même principe concernant effectivement un enfant qui est résident en France, quand bien même la donation n'atteint pas en fait la fiscalité française et donc ne concerne pas les abattements de 31 865 € spécifiques aux donations de sommes d'argent ou l'abattement général de 100 000 €, c'est aussi un moyen de bloquer les choses et donc bien évidemment, il est préférable de déclarer au service des non-résidents la donation. Donc, tout dire toujours. Transparence, qui en plus, comme le disait à juste titre Adrien et Olivier, ne sont là que pour des raisons de compliance et de sécurisation en fait des schémas qui seront mis en place avec les clients. Pour éviter une requalification peut-être future aussi. Exactement. Très bien. Et je n'ai plus d'autres questions. Donc, on est tout bon. Je vérifie, mais exactement. Donc, merci encore, Pauline. Bien évidemment, les replays de tous les webinaires seront disponibles et puis avec les coordonnées de chacun des intervenants d'aujourd'hui qui vous seront disponibles à tous. Bon, bah, écoutez, parfait, on vous libère et puis n'hésitez pas à passer. C'est une excellente journée. Au revoir et bonne soirée à vous, Pauline. Merci. Au revoir.